Et comme chaque matin, jour férié ou pas, elle est avec nous en direct d'Israël, de Jérusalem, notre correspondante Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. Effectivement, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous nous donnez toujours les meilleures informations. On va peut-être commencer par ce qui se passe dans la bande de Gaza. On a appris qu'un soldat de la brigade Golani avait été grièvement blessé hier dans le sud du territoire palestinien. Oui, en fait, 3 soldats de Tsahal ont été blessés au combat dans le sud de la bande de Gaza, dont un sérieusement par l'explosion d'une charge piégée, et ce, alors qu'il y a eu 2 attaques hier en Judée-Samarie, dans le nord de la Samarie, près de Jenin. Des terroristes ont mitraillé une voiture de Tsahal, 2 soldats ont été blessés, les terroristes ont pris la fuite. Quelques minutes plus tard, c'est au sud de la Judée, près de Hébron, qu'a eu lieu une attaque à la voiture bélier et à l'arme blanche. Un soldat a été légèrement blessé. Là, le terroriste a été neutralisé. Et puis, depuis le Yémen, les Houthis ont encore lancé hier 2 attaques contre Israël. D'abord, un drone intercepté par la défense aérienne à la hauteur de la frontière égyptienne. Ensuite, un missile balistique qui s'est désintégré en vol au-dessus de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas eu d'alerte. Alors on a entendu par ailleurs le ministre de la Défense Israël Katz pour revenir à la bande de Gaza. C'est sûr, Tsahal restera dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on a des détails sur les opérations qui vont s'y dérouler dans les prochaines semaines ? C'est toujours évidemment l'interrogation maintenant sur le déclenchement de cette opération. On sait que le rappel des réservistes est en cours. 70 000 réservistes ont été rappelés par Tsahal pour être déployés sur les différents fronts, puisque ça va être essentiellement les appelés du contingent qui vont être envoyés vers la bande de Gaza. Une fois que l'opération sera déclenchée, elle ne pourra plus être arrêtée, a affirmé hier le ministre de la Défense Israël Katz. Donc on sait que cette opération doit consister en prise de territoire supplémentaire à l'intérieur de la bande de Gaza, morcellement du territoire, action intensifiée contre les infrastructures du Hamas, déplacement aussi de la population civile palestinienne hors des zones de combat, donc une opération de très grande envergure qui ne démarrera pas avant, en tout cas, une semaine, c'est-à-dire avant la fin de la visite que Donald Trump prévoit de faire à partir de lundi dans les monarchies du Golfe et notamment en Arabie Saoudite. Alors concernant la question des otages également, après les allégations de Donald Trump, Benjamin Netanyahou a tenu hier à clarifier la situation. Il a parlé de 21 otages encore en vie, c'est ça Pascal ? Oui, une mise au point de Benjamin Netanyahou qui n'est pas plus rassurante que les déclarations faites mardi par Donald Trump. Nous savons avec certitude que 21 otages sont en vie. Il y a des doutes très sérieux pour 3 autres, a déclaré le Premier ministre israélien. C'est la première fois qu'un dirigeant israélien donne cette information de manière aussi clair, dans la mesure où, évidemment, il n'y a aucune communication en ce qui concerne l'identité des 3 otages dont on n'est plus certain absolument qu'ils soient toujours en vie. On sait qu'Israël reste extrêmement prudent et n'annonce avec certitude, disons, la confirmation d'un décès d'otages en captivité que lorsque des dizaines d'informations ont été recoupées pour arriver à cette certitude, qu'il s'agisse de preuves forensiques, de renseignements collectés sur le terrain, d'interrogatoires de terroristes capturés. Il faut que toutes ces informations soient recoupées avant d'arriver à la conclusion qu'un otage est décédé. Le principe est que tant que ces informations n'existent pas, les otages sont considérés comme étant en vie. Alors l'autre titre de l'actualité, c'est aussi ces négociations indirectes qui auraient lieu entre la Syrie et Israël. Ça a été confirmé hier par le président syrien qui était reçu d'ailleurs à l'Élysée par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on sait à ce propos, Pascal ? Alors ce que l'on sait, c'est que Ahmed Achareh, donc le nouveau leader syrien, s'était rendu le 13 avril à Abu Dhabi et que c'est lors de sa visite aux Émirats arabes unis que les Émiratis ont proposé de mettre en place, puisque les Émirats, on le sait depuis les accords d'Abraham, ont des relations diplomatiques avec Israël,
de mettre en place un canal indirect de discussion entre le nouveau pouvoir de Damas et le gouvernement de Jérusalem. Alors, ces discussions se déroulent apparemment au niveau des services de sécurité et de renseignement et portent d'ailleurs sur des questions exclusivement sécuritaires et militaires, qu'il s'agisse des opérations et du déploiement de salles dans le sud de la Syrie, des groupes djihadistes sunnites qui ne sont pas encore sous le contrôle du nouveau régime syrien ou de la situation de la communauté druze. L'objectif, c'est de désamorcer les tensions, de stabiliser la situation. On avait entendu plusieurs déclarations déjà dans les semaines précédentes de la part d'Ahmed Acharé, envoyant des signaux disant que la Syrie n'avait pas l'intention d'être une menace pour les pays de la région, dont évidemment Israël. Et on a vu qu'Israël avait aidé par ailleurs les Druzes syriens. Où en est-on ce matin concrètement, Pascal? Est-ce qu'on a des infos aussi à propos? Pas d'informations supplémentaires par rapport à ce qu'on savait déjà à la fin de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a eu des affrontements dans plusieurs localités druzes du sud de la Syrie, apparemment menés justement par des groupes djihadistes qui ne sont pas sous le contrôle du nouveau régime syrien. Israël a exfiltré des blessés druzes qui sont actuellement traités dans les hôpitaux israéliens. On parle environ d'une trentaine de blessés. Ça a également envoyé de l'aide humanitaire pour ces villages druzes qui sont coupés du reste du pays. Pour l'instant, la situation semble calme, mais donc toujours un calme tendu. Alors, vous parliez tout à l'heure, Pascal, par ailleurs, du Yémen. Et c'est vrai qu'en raison des attaques, il y a de nombreuses compagnies qui ont annulé leur vol vers Tel Aviv. Quel impact aujourd'hui sur les Israéliens? D'ailleurs, pour les entrées, les sorties, comment ça se passe? Évidemment, très importantes difficultés. Des milliers d'Israéliens qui avaient pris des billets par des compagnies étrangères attendent toujours de pouvoir rentrer en Israël. Pour les autres, évidemment, il faut essayer de trouver des billets sur des compagnies israéliennes qui, elles, bien sûr, continuent d'assurer les liaisons aériennes. Mais alors, évidemment, avec des prix qui s'envolent, le ministère des Transports qui promet un contrôle, justement, pour plafonner ces tarifs, et une incertitude, évidemment, puisque de jour en jour, la plupart de ces compagnies rallongent leur délai avant de reprendre leur liaison aérienne avec Tel Aviv. Une situation qui, pour l'instant, est évidemment aussi préoccupante pour les Israéliens. On sait bien évidemment que la circulation aérienne, c'est le seul point de sortie pour la population israélienne vers le monde extérieur. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Zonshine. Merci pour ces informations. Effectivement, on le voit, en British Airways, notamment hier, qui a décidé de prolonger la suspension de ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 15 juin, donc dans un peu plus d'un mois quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal. Rendez-vous tout à l'heure pour le Zoom Israël à partir de 7h26, heure française.